peuple de YouTube, peuple du podcast, et bonjour. Allez, on est ensemble, mesdames, messieurs, pour une matinée sans emphase, une matinée sans scandale, une matinée normale, somme toute, une matinée tranquille. Ah, je dis la matinée, il est déjà 11h26, c'est encore la matinée, j'ai le droit, mesdames, messieurs. Les perles, ce matin, ce sera court mais intense, évidemment. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Réponse, n'importe quoi. Qui est surpris? Qu'est-ce qui se passe en France? Réponse, de la merde. Qui s'en fout? Personne en l'occurrence. Ça va être évidemment tout aussi agaçant que fascinant. C'est le retour. Elle nous avait manqué. Des perles de la semaine dans le café rhétorique. Incroyable. Bon, pas trop Oula. Pas trop d'emphase, pas trop d'emphase. Ma voix est fatiguée. Hein. On va pas chercher on va pas chercher à faire le fifou, hein, évidemment. Bienvenue à toutes et à tous. Les amis, petit stream détente entre guillemets avant que lundi prochain, je l'annonce d'ores et déjà, hein, lundi prochain, on va replonger à nouveau dans l'affaire Bayrou. Hein. Comme je vous l'ai dit, je ne lâcherai pas l'affaire. Donc, nouveaux éléments publiés aujourd'hui. Sachez qu'on a publié, alors hier pour nous autres, peuple du live, peuple du présent, pour toi, peuple du futur, c'était avant-hier, on a publié une deuxième vidéo sur YouTube ainsi que sur tous les réseaux sociaux. La vidéo s'intitule « La honte, la lâcheté » qui revient sur les réponses de François Bayrou à l'Assemblée nationale concernant la triste et terrible affaire de Betaram. Vidéo qui a déjà fait 200 000 vues, donc merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à continuer de la relayer pendant tout le week-end, bien sûr, à continuer de la mettre en avant. C'est une affaire qui est trop importante. Les révélations datent de une semaine maintenant, plus d'une semaine, et François Bayrou est toujours Premier ministre. Donc on ne l'accepte pas, on ne l'accepte toujours pas. Hein. Et n'hésitez pas, voilà, j'ai essayé de faire une vidéo qui vraiment condense toute l'affaire. Ça dure 25 minutes, c'est sûr. Enfin, j'ai essayé. Moi, j'ai fait le live, c'est Pemf qui a fait la vidéo. Hein. Ça dure 25 minutes. Si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à leur envoyer. Vous avez tout qui est résumé en 25 minutes seulement. Et il reste une question qu'il faut se poser, qui est intéressante, qui est, mais au fond, en quoi c'est grave? Et ça, c'est le point que j'ai en fait assez largement laissé de côté dans les deux premières vidéos. C'est-à-dire que j'ai expliqué, évidemment, le mensonge en soi est grave, mais l'affaire en elle-même, le fait que François Bayrou ait eu connaissance depuis les années 90 des faits de mauvais traitement, de violences sur mineurs et aussi de violences pédocriminelles commis à Notre-Dame de Betaram, le fait qu'il en ait eu simplement connaissance, on pourrait dire, mais en quoi c'est grave? C'est-à-dire, il savait, soit, comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir su? Parce que, contrairement à ce que j'ai dit dans le live, et on ne l'a pas gardé dans la vidéo, ça c'est important, François Bayrou n'a pas vraiment fait pression sur le magistrat qu'il est allé voir, rencontrer pour parler de cette affaire. C'est Mediapart qui révélait ça hier, il est surtout allé le voir comme parent d'élève inquiet. Il n'est pas venu pour faire pression sur la justice. Donc, quelque part, vous pourriez dire, mais en quoi c'est grave si simplement il était au courant? Mais bon, les faits de pédocriminalité, en effet, il n'était plus ministre de l'Éducation nationale. Donc, vous pourriez dire, mais en quoi c'est grave finalement? Eh bien, on verra ça lundi. Spoiler, oui, c'est grave. Et je vous expliquerai pourquoi lundi. Voilà, par pitié, pas de live de suite. Pas de live de suite. Hein. On va essayer de pas, à la fois nous pour essayer de garder un peu de morale et puis aussi parce que attendons lundi que tous les éléments soient sortis pour refaire une vidéo. On essaye de faire Pour l'instant, on est sur une par semaine hein, et on essaye qu'à chaque fois ça compte et qu'à chaque fois ça. Mon objectif, c'est de remettre une pièce, enfin pas de remettre une pièce dans la machine, mais comme je vous l'ai dit, moi je lâcherai pas. Hein, donc on sera reparti là-dessus lundi prochain. Mais en attendant, c'est le hasard des vidéos qui percent. Et je suis heureux qu'elles percent parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet que je pense capital, important. D'ailleurs, c'est une vidéo aussi, à la fin, c'est la première vidéo depuis très longtemps, à la fin de laquelle on n'a pas fait la pub pour le spectacle. Hein. À la place,
on a relayé, c'était une idée de PEMF, idée à laquelle j'ai immédiatement souscrit. On a plutôt relayé le numéro de prévention à composer si vous êtes ou si parmi vous, certaines sont victimes de violences pédocriminelles ou de violences sur mineurs. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, je suis content que la vidéo perce, pas parce que du coup ça fait la pub pour le spectacle, mais parce que le sujet vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, m'est insupportable. Mais il se trouve que malgré tout, elle a fait des vues. Et du coup, c'est au gré de cette vidéo. Et bon, bah, c'est un peu, qu'est-ce que vous voulez, c'est triste que ce soit au gré de cette vidéo, mais on va pas non plus, on va quand même s'en féliciter. C'est au gré de cette vidéo, mesdames, messieurs, qu'on a passé les 300 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Regardez-moi ça. 300 000 abonnés sur cette chaîne qu'on a, non pas ouverte, mais qu'on a commencé à alimenter depuis moins d'un an. Donc 300 000 abonnés en un an, c'est incroyable. Merci, merci. Vraiment, merci à toutes et à tous. 180 vidéos, ouais, on s'est donné. Bah, c'est du taf aussi, hein, c'est du taf. Elles sont où les danseuses? Voilà. On va éviter de faire, comme Cyril Hanouna, bien sûr, hein. Il n'y a pas de danseuse brésilienne. Cyril Hanouna qui avait célébré sa meilleure audience faite sur le meurtre sordide et terrible de la pauvre Lola. Il avait célébré sa meilleure audience historique avec des danseuses brésiliennes, bien sûr, hein. Le bon goût, la classe, l'élégance. On va éviter de faire la même chose. Mais bon, même si c'est au gré de cette vidéo, on ne va pas se priver malgré tout d'être heureux et puis de vous remercier surtout, hein. C'est ça le plus important, hein. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour votre soutien, à la fois sur YouTube et sur Twitch, hein. Là, je viens de voir Flonours qui a offert 10 abonnements. C'est fou ça. Merci Flonours, merci infiniment. Merci à tous les autres. Ah, Flonours, merci beaucoup. Et merci à tous les autres, bien sûr, hein. Je vous remercierai tout à l'heure à la prochaine page pause pub. Donc voilà, écoutez, c'est fou. Merci beaucoup. Qui l'eût cru, hein, franchement. Alors, ces 300, je vous le dis quand même, je résiste pas, hein. Je vais marquer un peu le coup. Je vous le dis quand même, les 300 000 abonnements, pour moi, ils ont une saveur particulière. Parce que YouTube, c'est le premier réseau sur lequel je passe ce cap depuis très longtemps. Pendant très longtemps, le réseau sur lequel j'ai eu le plus d'audience, c'était Twitter, hein. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui, j'ai 312 ou 15 000 abonnés Twitter. Bah, ça doit être en train de décroître, hein, puisque j'ai annoncé qu'on quittait Twitter et que je ne relayais plus rien, hein, donc je poste plus rien. Donc là, maintenant, ça va décroître. Mais pendant très longtemps, le réseau sur lequel j'ai eu le plus d'audience, c'était Twitter et Facebook aussi, hein, qui sont les réseaux sur lesquels j'ai forgé mon audience à l'époque où je faisais beaucoup de chroniques et où je relayais mes chroniques sur Facebook et Twitter à l'époque. Et depuis que j'ai basculé principalement, puisque avec cette chaîne Twitch, le moment où j'ai, non pas lancé, mais où on a commencé les cafés rhétoriques, on a commencé à être présent presque en quotidienne sur Twitch, c'est le moment où en fait d'ores et déjà j'investissais plus du tout Twitter, plus du tout Facebook. Facebook parce que le réseau est mort, et enfin mort. Bon, on s'entend. Et Twitter parce que Musk. Et en fait, ça fait un an que les réseaux que j'investis prioritairement, c'est bien sûr Instagram, YouTube et Blue Sky maintenant. Et, en fait, c'est important pour moi, ces 300 000 abonnés YouTube, parce que ça y est, en fait, bientôt, dans quelques milliers d'abonnements, Twitter ne sera plus officiellement le réseau sur lequel j'ai le plus d'audience. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de se dire que ça y est, je suis vraiment en train de construire une autre audience ailleurs. Et c'est cool, quoi. C'est cool. Donc merci. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous, bien sûr, hein. Peuple du futur sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne principale si ça n'est pas encore fait, ne serait-ce que pour soutenir. Ça fait plaisir. Et puis, peuple du podcast, on t'oublie pas, hein. Sachez que j'ai eu un petit rendez-vous avec les gens qui s'occupent de mettre en ligne mon podcast, tout ça, hein, la société qui s'occupe de mettre en ligne les podcasts. Et ils m'ont dit que c'est quelque chose qui est assez rare apparemment, puisque en fait, l'épisode qui fait le plus d'écoute en podcast, c'est systématiquement le dernier podcast. C'est-à-dire qu'on a une courbe d'audience
d'audition, enfin pas d'audition, une courbe d'écoute, voilà, une courbe d'écoute qui est linéaire vers le haut sur les podcasts. Donc, peuple du podcast, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci infiniment. On a dépassé les 150 000 écoutes mensuelles. Ça nous classe dans le top 30, je crois, officiellement, des podcasts français, tout podcast confondu. Donc c'est ouf. Top 50, peut-être top 50. 160 000, on est peut-être encore dans le top 50. Mais c'est incroyable, hein. Donc merci beaucoup, merci. Et top 11 sur Spotify, mais bon, Spotify, il compte d'une manière qu'on n'arrive pas trop à comprendre, donc écoutez. Bref, merci beaucoup. Voilà, fin de la petite parenthèse auto-congratulation, mais en fait, c'est plus congratulation plutôt qu'auto-congratulation, hein. Merci à vous de votre soutien, voilà, ça compte énormément. Et j'étais loin d'imaginer tout ça il y a encore un an, quand voilà, on a commencé les cafés rhétoriques, quoi. Merci. Allez, on avance, les amis. C'est parti. Aujourd'hui, évidemment, on va faire les perles. Il y a des gros dossiers. Je ne sais pas si on aura le temps de les faire parce que ça va être un stream court. Je me suis souvenu qu'il fallait que je prenne le train à 14h. Donc, donc ça va être un stream relativement court. Mais quand même, on va, voilà. On va se regarder. Pemf, il m'a sorti un tableau avec 50 millions de trucs. Pemf qui a dit le tableau Alors, Pemf qui disait le trophée des 100 000, il devrait être dans mon bureau. Pemf, je te donnerai le trophée des 100 000 quand on aura passé le trophée des 1 million. Voilà, le jour où le trophée des 1 million sera dans mon bureau, le trophée 100 000 sera dans le tien. Voilà, je m'y engage. Je m'y engage, hein, bien sûr. Après, attendez, on est à 300 000, on a fait un tiers du chemin. On a fait un tiers du chemin. Ou le trophée 100K de la chaîne replay. Allez, let's go. Le trophée 100K de la chaîne replay, ça, peut-être plus. En vrai, peut-être plus tôt. Allez, on verra. Ça se négociera. Ça se négociera, bien sûr. Patron toxique. Bon. Patron toxique, mais au contraire, pas du tout. Genre pas du tout. Enfin, par pitié. Merci à toi, Drakeos, pour le raid. Merci. Patrick Toxon, exactement. Je suis Pemf. Putain, mais c'est terrible. Cette réputation que j'ai. Alors que je suis un patron si bienveillant. Bon, on avance. Petite pub d'abord, pas pour moi, mais je le fais vite fait. Alors, il y a... Regardez, ça va aller vite, hein, mais sachez qu'il y a en ce moment, et on ne pensait pas que ça puisse être possible, mais c'est tout à fait incroyable, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui s'est mis en grève, sachez-le. Le SNTJ, le syndicat des travailleuses du jeu vidéo, qui s'est mis en grève pour protester contre, évidemment, les conditions de production toujours plus déplorables et dures auxquelles ils et elles sont soumis et soumises. Et pour soutenir cette grève, ils ont créé un bundle, un grève bundle. Donc les bundles, si vous jouez un peu aux jeux vidéo, c'est des plateformes comme celle-ci, qui a été mise en ligne spécifiquement pour l'occasion, qui vous permettent d'acheter un lot de jeux vidéo, très souvent à beaucoup moins cher, enfin même toujours à beaucoup moins cher que ce que valent les jeux individuellement, et très souvent pour soutenir une bonne cause. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez que le Grève Bundle vous permet de soutenir la grève de la SNTJ, grève ô combien légitime et à laquelle on apporte tout notre soutien. Et donc si vous voulez soutenir la grève en donnant un peu d'argent et en récupérant au passage plein de chouettes jeux vidéo qui sont des jeux indés, une bonne partie d'entre eux, j'imagine, étant produits en France. Voilà, vous avez même le jeu Macron Dissolution dedans, hein. N'hésitez pas, hein, il suffit de taper Grève Bundle et le Grève Bundle, le GG25, et vous tomberez dessus facilement. Ils ont déjà levé près de 25 000 $. Bravo à eux. N'hésitez pas. C'est le SNTJV. Ah merde, j'ai dit SNTJ ou SNTJV. STJV? Ok, pardon. Il n'y a pas national dedans? Ok. Le STJV. C'est pas mal de jeux issus de Game Jam, pas mal de petites pépites. Merveilleux. Ah, le SNJV, c'est le syndicat patronal. Ah oui, ok, pardon.
Le STJV, pardon, pardon. Oh là là, terrible. Terrible. Terrible erreur. Le STJV, pardon, pardon. T'as la voix de Nagui, ouais, j'ai la voix fatiguée. Hop, le STJV, pardon. Eh bien, écoutez, on leur apporte évidemment Clem du côté des patrons. Bah, toujours, hein. Moi, vous savez, je suis moi-même patron. Patron bienveillant, bien sûr. Patron bienveillant. Le SNJV patron, STJV les travailleuses. Très bien, très bien. Ok, mais vous voyez, j'étais pas au clair. J'étais pas au clair. Donc, c'est le STJV, bien sûr, hein. Si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à aller choper le bundle. Pour vous, c'est des jeux à pas cher. Et pour eux, ça les soutient dans leur grève. Donc, évidemment, force à elles, force à eux, force à tous les travailleurs, toutes les travailleuses. Et voilà. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va se regarder? Bon, on le regarde tout de suite. On le regarde tout de suite. Euh, alors, on va se faire un peu de. Alors, on va parler un peu de cette scène ubuesque. Comme ça, c'est une vraie perle, hein, mesdames, messieurs. C'était cette semaine. Donald Trump convoque la presse dans le bureau ovale. Donald Trump convoque la presse dans le bureau ovale pour faire une nouvelle session publique de signature de décret présidentiel. Et la presse a la stupéfaction de voir Elon Musk débarquer comme ça, comme si de rien n'était, hein. Il débarque dans le bureau ovale. Vous voyez, il est debout tranquille et Trump, il est assis à côté. La scène en termes de communication politique n'a aucun sens, hein. Évidemment, Elon débarque avec son gamin, là, regardez-moi ça, X, bien sûr, hein. Son gamin X, de son vrai nom, vous allez me le rappeler, X, Alpha, Oméga, je sais pas quoi, là, c'est quoi son vrai, c'est quoi son nom complet, là, son bouclier humain? XAE12, voilà, XAE A-12, XAE A12. Mais c'est en référence à quoi, la XAE A12? C'est quoi ce délire, là? C'est quoi E égale MC2? X, c'est ça? X AE à 12. Mais c'est quoi le. Enfin, je veux dire, c'est. Ah, c'est la formule du Kevlar, c'est ça? Mais non. Rien, il est fou. Mais non, mais ça veut forcément dire un truc. Ça veut forcément dire un truc. Non, ça veut rien dire. C'est un code barre. C'est 3PO. C'est le nom d'une étoile. Mais un avion militaire, personne ne sait en fait. Attendez, on va chercher. C'est quand même X AE à 12. Que signifie? Ok. Il s'agit du prénom du fils cadet d'Elon Musk, qui préfère l'appeler Little X. Ouais, bah on sait pas. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non mais France Info par pitié, enfin genre États-Unis de points, que signifie XAEA 12 pour Elon Musk? Et derrière tu sais pas. Non mais France Info, oh là là, non mais sérieux, sérieux. Vous savez que vous savez que bon, c'est France Info, hein. Non mais ça devient de plus en plus dur, hein. Euh, ok. Bah on sait pas. Non mais apparemment on sait pas quoi. C'est son code Wi-Fi. Que signifie Futura Science? Refusé. Euh, ouais, mais non. Qui a révélé? Ok donc. Ah! Ok, on sait, mesdames, messieurs. Alors, c'est la chanteuse Claire Boucher, la compagne actuelle du milliardaire, connue sous le nom de Grimes, qui a révélé ce qui se cache derrière ce sigle X, la variable inconnue. AE, que je prononce AI. Pourquoi? Pour amour ou intelligence artificielle. A12, qui est le précurseur du SR-17, notre avion préféré. Aucune arme ni défense, juste de la vitesse, fort au combat mais pas violent. Le A signifie aussi archange, ma chanson préférée. Mais non. Ouah, les cassos, quoi. Ah non, mais les cassos. Oh là 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 là, mais les cassos. C'est vraiment
X, parce que Elon, il kiffe X. AE pour intelligence artificielle, parce qu'il kiffe l'intelligence artificielle. A12, parce que c'est le précurseur de leur avion préféré. Et A pour Archange, sa chanson préférée. Non, mais franchement, non, mais de grâce, appelez les services sociaux. Là, enfin, là. Je veux dire, quelqu'un d'autre qu'un milliardaire fait ça. Enfin, je veux dire, t'appelles la DAS immédiatement, quoi. Enfin, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Bon, allez. Bon, donc, on a cette scène, n'est-ce pas, hein, avec Elon qui débarque avec le petit Little X dans le bureau ovale, bien sûr. Et il s'adresse à la presse. Et alors, on va écouter deux moments. On va écouter ce moment-là qui a fait beaucoup de bruit. Et je vous en dis rien si vous ne l'avez pas vu. Alors déjà, vous allez voir un sup, hein, cher Elon, qui est le numéro 2 des États-Unis. Peut-être le deuxième homme, sans doute d'ailleurs le deuxième homme le plus puissant du monde, hein, qui débarque comme ça, tranquillou, avec son gamin sur les épaules et qui parle à la presse avec son môme qui lui tire les oreilles. Non mais alors vraiment... ou même le numéro 1. Non, pas le numéro 1. Aujourd'hui, Donald Trump a beaucoup plus de pouvoir qu'Elon Musk encore. Mais Elon Musk, par l'influence qu'il a sur l'administration, le contrôle qu'il a sur une partie de l'administration et sa fortune personnelle et le contrôle qu'il a sur X, sur Twitter, Elon Musk est probablement... peut-être pas. Hein, je pense que le président chinois, Xi Jinping, est quand même plus puissant encore qu'Elon Musk. Mais bon, c'est un des... je pense qu'il fait partie des 5 personnes les plus puissantes du monde. Hein. Les 10, c'est sûr. Les 5, c'est probable. Les 3... Je sais pas, t'as quand même Poutine et Modi. Hein. Franchement, Poutine, Modi, Xi Jinping, Xi Jinping, c'est sûr. Poutine et Modi, ils sont quand même sans doute plus puissants encore qu'Elon Musk. C'est certain même, c'est certain. C'est certain. Hein. Modi, Narendra Modi, le président indien. Mais pas Modi, la streameuse. Non, pas la streameuse qui fait des vidéos sur Blast. Narendra Modi, le président indien. Premier ministre indien, pardon. Bon, écoutez, on va écouter. Regardez cette scène, vous allez voir, je vous en dis rien, la scène est folle. Mr. Musk, you said on X that an example of the fraud that you have cited was $50 million of condoms was sent to Gaza. But after fact-check this, apparently Gaza in Mozambique, and the program was to protect them against HIV. So can you correct the statements? It wasn't sent to Hamas, actually. It was sent to Mozambique, which makes sense why condoms was sent there. Yeah. And how can we make sure that all the statements that you said were correct, so we can trust what you say? Donc on lui pose la question des fake news qu'il fait circuler, évidemment. Hein. On lui pose la question des fake news qu'il fait circuler. Par parenthèse, voilà la fake news. Hein. 50 millions de dollars de préservatifs envoyés à Gaza. Certains ont même dit que c'était pour faire des bombes. Que c'était envoyé au Hamas pour que le Hamas fasse des bombes avec. Alors, il y a une historique de bombes artisanales façonnées avec des ballons. Il y a un historique apparemment. Apparemment, c'est quelque chose qui a existé. Mais pas des bombes au classique. Non, mais apparemment, alors, est-ce que ce que j'ai vu est une fake news aussi? Mais j'ai cru lire qu'effectivement, il y avait un historique du fait qu'on était capable de fabriquer en effet des bombes artisanales avec des ballons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en l'occurrence, full fake news, hein, les 50 millions de dollars en l'occurrence, c'est pour envoyer au Mozambique pour lutter contre le sida, évidemment. Pour lutter contre le sida. Voyez comment Musk va répondre à cette interrogation. Well, first of all, some of the things that I say will be incorrect and should be corrected. So nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. Donc déjà, on va dire des trucs faux. Voilà, et zéro souci, tu vois. Donc le mec est en train de te dire, on va dire des trucs faux.
on va en dire beaucoup. Tant qu'on corrige à un moment donné, ça va, tu vois. Donc le gars qui est en train de te légitimer totalement les fake news, hein. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire, il y a pas de problème à relayer des fake news. Il fait comme si il était encore un kidam, tu vois? Un mec qui tweet et qui peut se tromper. Il fait comme si il n'était pas désormais un personnage de l'administration américaine et qu'en cela, une responsabilité politique pesait sur ses épaules, sur ses épaules. Donc là, il est déjà en train de justifier la désinformation. Mais attention, Um, so, you know, if the, I'm not sure we should be sending $50 million worth of condoms to anywhere, frankly. I'm not sure that's something Americans would be really excited about. And that is really an enormous number of condoms, if you think about it. But, you know, if it went to Mozambique instead of Gaza, I'm like, okay, that's not as bad, but still, you know, why are we doing that? donc le mec te dit, ouais, non mais ouais, ok, 100% j'ai dit un truc faux. Mais en vrai, la réalité, elle est pas ouf non plus. Donc quelque part, j'ai raison, quoi. Donc déjà, le gars est en train de te dire que le fait que les États-Unis participent à lutter contre l'épidémie de sida, ouais, en vrai, c'est pas génial, tu vois. C'est super, enfin, tu vois, là, c'est là que tu vois la considération que cet homme a pour l'humanité. Enfin bon, est-ce que j'ai besoin de m'approfondir? Non, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment, c'est vrai, lutter contre les épidémies de sida au Mozambique et partout ailleurs quand même. Bon, sachant que il lui vient pas à l'esprit que, en l'occurrence, les individus circulent, que que ça leur plaise ou non, des migrations, que le sida est une épidémie et que lutter contre la propagation du sida ailleurs, c'est aussi lutter contre sa propagation aux États-Unis. Enfin, la lutte contre le sida, elle doit être mondiale, bien évidemment, puisque le virus, malgré tout, circule et passe les frontières. Bon, ça lui vient pas à l'idée. Le fait que les États-Unis puissent s'enorgueillir de lutter contre une épidémie mortelle, non seulement sur leur sol, mais aussi ailleurs, et que ça fait partie justement des programmes de USAID, l'agence qu'il a démantelée. Ça ne l'intéresse pas, hein, évidemment. America First, pourquoi est-ce qu'on irait aider les autres? Aucune raison, bien évidemment. Donc là, vous avez toute l'idéologie protectionniste, toute l'idéologie impérialiste, toute l'idéologie, oui, voilà, de la loi de la jungle, en fait. C'est l'idéologie de la loi de la jungle. La loi de la jungle, la loi du plus fort, gloire aux vainqueurs et malheur aux vaincus. C'est ça, hein, ce que dit Elon Musk. Et au passage, avec cette pirouette qui en soi déjà moralement est quand même frappante, hein, moralement elle est quand même douloureuse, au gré de cette pirouette, il te justifiait tranquillement la fake news, quoi. Il te dit, ouais, c'est vrai, c'était complètement faux. Mais en vrai, la réalité, elle n'est pas ouf non plus, donc à la fin, qu'est-ce que ça change? Donc voilà, hein, merci pour ce moment, bien sûr, hein, la désinformation qui est désormais officiellement à la tête des États-Unis. Regardez-moi Trump, et il est content. Il se dit, bah voilà, bah c'est ça qu'il faut faire, et bah c'est ça qu'il faut dire. Aucun problème, bien sûr, hein. En triant l'enterrer la presse critique, ils se sont assurés d'invisibiliser les voix dissonantes, de museler le fact-checking, quitte à prendre des motifs futiles comme le golfe du Mozambique. Oui, voilà, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a par ailleurs une vraie volonté d'écarter tous les médias critiques de la presse présidentielle, hein. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, bah, et puis maintenant, c'est démanteler tous les dommages. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Trump, ça, c'est mon poulain. Ça, c'est mon bro, ça. Ça, c'est mon bro, ça. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut voir. Ouais, c'est terrible. J'ai pas vu la suite de la séquence. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ils ont laissé dérouler sur 40 secondes de plus. Ça le fait rire, regardez-moi ça. Hein, il est terrorisant, hein. Il est terrorisant. C'est vraiment un psychopathe, hein. C'est vraiment un psychopathe. Regardez-moi ça. But, you know, why are we doing that? Ça le fait rire, hein. Ça le fait rire tout seul. Il est terrorisant. C'est vraiment, c'est le psychopathe à la tête de l'État, quoi. Working with agency heads as you're directing these cuts, do they have how much input do agency heads have when you're making these decisions? Yeah, we work closely with the agency heads, Donc là, on lui pose la question, quand vous démantelez ou que vous faites des coupes entières dans des agences, est-ce que ça se fait en collaboration avec les directeurs des agences en question ou est-ce que vous faites tout seul? Là, on est en train de lui poser la question de son pouvoir discrétionnaire. On lui dit grosso modo, mais vous-même, Musk,
qui n'êtes responsable devant aucune autre instance que le président lui-même. Est-ce que quelqu'un contrôle ce que vous faites? Enfin, je veux dire, est-ce que au moins, est-ce qu'il y a une responsabilité démocratique qui est engagée, ou est-ce que vous êtes, ou est-ce que c'est vous tout seul qui décidez quels programmes ont droit de vie et de mort? Yeah, there are sort of checks in place, so it's not just us just going in and doing things willy-nilly. There is sorts of check in place. Il y a des sortes de contrôles qui existent. Il te dira jamais lesquels, hein. It's in partnership with the agency heads, and I check frequently with the president to make sure that this is what the president wants to have happen. So we talk almost every day, and Là, ce que le gars te dit, c'est grosso modo que les agences n'ont absolument pas leur mot à dire, qu'en réalité, ils checkent chaque jour avec Donald Trump si c'est ce que Donald Trump veut, et que derrière, il exécute, hein. Donc là, c'est vraiment... c'est le pouvoir d'un seul. Alors vous allez me dire, Donald Trump, il a été élu, hein. Il a été élu, mais il y a quand même une question de responsabilité devant le Congrès qui devrait être posée, hein. Là, c'est vraiment les deux bros à la tête de l'État qui sont en train de tout casser, évidemment. C'est la main du roi. Ouais, c'est la main du roi. C'est vraiment ça, hein. Le programme, le pouvoir d'un seul, très drôle. C'est la main du roi. C'est le pouvoir discrétionnaire. Bon alors, remets ce qu'a dit le gosse. Maintenant, on va voir en effet la deuxième séquence qui est absolument pépite, bien sûr. Deuxième séquence qui est centrée, celle-ci, autour de Little X, le gamin d'Elon Musk. Alors vous allez voir, si vous n'avez pas vu ça, en vrai, moi, je ne l'ai pas vu non plus. Je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas vu la séquence, je me suis pas spoil. Paraît-il que c'est stupéfiant. This is X, and he's a great guy, high IQ. He's a high IQ individual. Bien sûr, hein. Il est HPI, hein. Little X, bien sûr, il est HPI. Regardez-moi ça, il a 6 piges, le gamin, il a déjà une grosse chaîne de rappeurs. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là là, putain. Il est HPI, bien sûr, hein. Ah non, mais on vit dans une dystopie. Non, mais ça, c'est officiel. C'est officiel, hein, le fait qu'on vit dans une dystopie. C'est pas un fake AI, cette deuxième séquence. Je crois pas, non? Enfin, il me semble pas, hein. is to restore democracy. Je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit le gamin. He's a high IQ individual. Is to restore democracy. Le gamin, il est allé dire à Trump, "You're not the president and you need to go away." Non, non, ce sont de vrais extraits. Et vous vous rendez compte, c'est tellement fou qu'on n'arrive pas à le croire. T'as le gamin d'Elon Musk, X, Little X, qui vient dire à Trump, c'est pas toi le président, faut que tu t'en ailles maintenant. Genre, alors là, t'imagines, pour que le gamin dise ça, t'imagines ce que son père lui dit, hein. Well, if you don't have a feedback loop, okay, X, you would have to, if you, sorry. Le mot insupportable. Putain, mais ce gamin-là, le jour où il a 18 ans, enfin, je veux dire, le jour où il a 18 ans, ce gamin-là, et où il devient dictateur du monde, ça va être terrible, hein. Enfin, vraiment, le môme élevé dans la toute-puissance absolue, quoi. From one year to the next are the same? Il a dit shush your mouth à Trump. Il a dit ferme ta gueule au président des États-Unis. Mais non. Mais non. From one year to the next are the same? Terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est tragique. Partnership with the agency heads, and I check frequently with the president to make sure that. Mais le gamin qui dit shush your mouth à Trump, il lui a dit à plusieurs reprises. Mais c'est terrible. Et Musk ne le reprend pas. Mais ouais, l'impunité, quoi. En fait, t'as raison, hein. C'est vraiment... en fait, évidemment, ça pourrait paraître anecdotique, mais c'est là où tu vois l'impunité. L'impunité, genre, Musk, il en a rien à foutre, le gamin non plus, il fait ce qu'il veut, enfin, vraiment, Little X vit dans le Truman Show. Bah ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est South Park. Non, mais c'est South Park. Non, mais on vit dans une... En fait, on vit dans une dystopie, quoi. Enfin, vraiment, hein, honnêtement.
Après, pas les enfants, hein, c'est-à-dire que lui, le gamin, il a 6 ans, lui, il y peut rien, hein. Il a 4 ans, il a même pas 6 ans. Ah ouais, non mais le gamin, il a 4 ans, tu vois? Bah, il y peut rien, hein. Il a 4 ans. Le gamin, il a 4 ans, il est pas responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, hein, c'est un pauvre gamin, hein. Mais c'est révélateur sur Elon Musk, en revanche. C'est vraiment révélateur sur Elon Musk. Que fait-il là? Non mais n'importe quoi. Non, non mais c'est le symptôme. Il est clairement habité par le diable, faut l'exorciser. C'est le symptôme là d'à quel point est-ce que l'administration américaine, elle est défaillante, hein. Elle est défaillante, elle est aux mains d'individus Musk et Trump, qui font exactement ce qui leur plaît, qui n'ont plus aucun respect ni pour les codes, ni pour les convenances, ni pour la solennité, ils n'ont même pas de respect pour leur propre fonction, ils s'en fichent de toute façon. Et là, c'est là où tu vois aussi à quel point le pouvoir est personnifié. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui est intéressant, pourquoi est-ce que la fonction t'impose une forme de solennité? Pourquoi est-ce que la fonction t'impose une forme de respect de toi-même, de contrôle de toi-même? C'est parce que précisément, tu n'en es pas propriétaire de cette fonction. Normalement, tu as conscience quand tu es président des États-Unis d'Amérique ou quand tu travailles au plus près du président des États-Unis d'Amérique, tu as conscience que tu représentes plus grand que toi. Tu as conscience que d'autres suivront et que d'autres occuperont le costume et que cette fonction, tu n'en es que dépositaire et que c'est un honneur d'incarner ta fonction et de représenter tes concitoyennes et concitoyens. Et cet honneur t'engage normalement à te comporter correctement, à rentrer dans le costume, à te couler dans le costume, à faire ce qu'on attend de toi et à ne pas abîmer la fonction, à ne pas abîmer la responsabilité, à ne pas abîmer l'image de l'institution que tu représentes et que tu incarnes. Et tout ça, c'est important, évidemment. Sauf que eux, ils s'en fichent parce qu'ils estiment que la fonction leur appartient désormais en propre. C'est vraiment un symptôme assez criant et révélateur, et assez grave finalement. C'est un symptôme criant et révélateur de la personnification du pouvoir, au-delà de la personnification du pouvoir, de l'appropriation personnelle du pouvoir par des individus. En fait, Trump comme Musk, ils en ont rien à foutre d'abîmer ou non le costume de président ou de conseiller du président. Ils en ont rien à faire de malmener l'image de la fonction, de détruire sa solennité, de détruire son caractère grave et sacré. Parce qu'en fait, ça leur appartient. C'est leur jouet. Ils en font ce qu'ils veulent. Et au sein de cette fonction, ils ont une forme de toute-puissance. Et même pourquoi penser au successeur qui devra à son tour rentrer dans le costume et éventuellement travailler à lui reconstruire sa solennité, à lui reconstruire son importance, à lui reconstruire sa valeur symbolique. Pourquoi penser au successeur? Puisque potentiellement il n'y en aura pas, puisque potentiellement le pouvoir leur appartient en propre et ils n'ont aucune intention de le rendre. Et c'est là qu'on repense à Donald Trump qui disait « Votez pour moi aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais à voter ensuite ». Et c'est là que tu vois que ces séquences-là, elles ne sont pas anecdotiques. Bien sûr, il faut pas fondre comme des faucons sur le gamin qui est un pauvre gamin. Il a 4 ans, enfin, je veux dire, il est innocent. Il ne fait que ce qu'on lui a appris à faire ou ce qu'on ne lui a pas appris à faire précisément. Donc le problème, c'est pas le gamin d'Elon Musk. Le problème, c'est même pas en l'occurrence l'éducation que Musk donne à son gamin, parce que qu'est-ce que tu veux, c'est un parent d'élève, il est responsable individuellement, c'est pas le seul malheureusement à éduquer son gamin dans la toute-puissance. Et qu'est-ce que ça donnera plus tard? Écoutez, ça, quelque part, c'est pas nos affaires, ça le regarde lui, ça regarde Little X. Et c'est tout. Ça deviendra nos affaires si Little X devient à son tour président des États-Unis. Mais par contre, cette mise en scène, le fait que ça ne les dérange pas, de donner une conférence de presse à l'improvisade comme ça avec un môme sur les épaules, le fait que ça ne dérange pas Musk que son môme manque à ce point de respect au président de la République, tout cela est symptomatique de quelque chose de plus large et de plus grave pour le coup. Cette appropriation du pouvoir politique par des individus, cette appropriation de la fonction par des individus qui n'ont aucun respect pour elle
et ils n'ont aucun respect pour elle parce qu'ils estiment qu'elle leur appartient. Et en fait, en creux, ce que ça dessine, c'est quelque chose que l'on voit partout ailleurs. C'est à quel point est-ce que les États-Unis sont sur la pente d'une dictature, sur la pente d'une appropriation définitive du pouvoir par ce groupe d'individus qui aujourd'hui est parvenu à accéder à la tête de l'État. Et ça, en fait, cela, on peut s'en inquiéter, évidemment. Donc la séquence, elle est cocasse, elle est drôle, elle est lamentable, on peut la qualifier comme on veut. Mais en réalité, si on y réfléchit en dézoomant un peu, moi, je crois qu'elle devient même inquiétante. Et ça, c'est quelque chose dont on peut se souvenir. C'est du stalinisme dans la forme. Bah, même Staline, pour le coup, avait un respect pour sa fonction, hein. Enfin, je veux dire ça. Bon, écoutez, on vit dans une dystopie, hein, de toute façon, hein. Ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. C'est quand même rigolo. Enfin, rigolo. Ça reste rigolo malgré tout, hein. Ça reste malgré tout rigolo. Alors, attendez. Là, je vais piocher dans ce que Pemph m'a préparé. Il m'a mis un peu de Philippe de Villiers, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Oh là 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 là. Oh là là. Alors, c'est parti, mesdames, messieurs. Déjà, rien que l'arrêt sur image est pépite. Alors, on est sur CNews, bien sûr, hein. On est sur CNews. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que l'écran continue de baver sur... C'est terrible, ça. On est sur CNews, bien évidemment. Donc, vous avez Philippe de Villiers. Voilà, hein, l'homme, évidemment, qui... souvenez-vous, hein, l'homme qui était offusqué de ce que Yaya, il n'y a pas moyen Yaya, soit choisi au sein de la cérémonie d'ouverture des JO, hein, bien sûr, hein, souvenez-vous de ce fou rire. Eh bien, c'est le fou du puits, voilà exactement, hein, le fou du puits, tout à fait. Juge, voilà, l'homme qui était scandalisé de Juge, bien sûr, hein, évidemment. C'est la même émission, hein. C'est toujours l'émission avec De Villiers. En face, il y a, lui, c'est Geoffroy Lejeune, qui est le directeur de rédaction du JDD aujourd'hui, un ancien directeur de rédaction de Valeurs Actuelles, condamné définitivement pour injure raciale à l'égard de la députée LFI Danielle Obono. Donc un charmant personnage, bien sûr, hein. Et ça, c'est Elliott Duval. C'est Elliott Duval, présentateur de CNews, ancien commentateur sportif, hein, bien sûr, hein, ancien présentateur des sports sur CNews. Maintenant, il fait de l'actu. Le casting, hein, bien sûr. Apparemment, c'est pépite. Apparemment, c'est pépite. Let's go. Et puis je me suis dit, il y a un thème qu'on n'a jamais abordé, c'est l'intelligence artificielle. Et vous savez ce que j'ai fait avec Benjamin No qui est en régie? On a utilisé l'intelligence artificielle de Twitter. Et j'ai demandé... Évidemment, ils ont utilisé l'intelligence artificielle de Twitter, hein, forcément. Quitte à utiliser une IA, autant prendre celle des fachos, bien sûr, hein. à l'intelligence artificielle de faire une photo de Philippe de Villiers en trottinette. Regardez. Oh, c'est fantastique. Regardez. Regardez Philippe de Villiers en trottinette dans les rues de Paris qui fonce vers les plateaux de CNews. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Oh là 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 là. Oh, je les adore. Ah, je les adore. Ah là là. Ah, s'ils étaient pas si dangereux, ils nous feraient rire, hein. Ah, s'ils étaient pas si dangereux, ils nous feraient rire de leurs bêtises, hein, vraiment. Enfin, je veux dire, si leur idiotie était pas si dangereuse, elle nous ferait vraiment rire, hein. Alors, attendez, on va aller au bout de la séquence et puis après on va expliquer ce qui ne va pas, hein, bien sûr, hein. Et j'ai fait mieux. Oui, c'est pas fini. Benjamin No. Vous savez qu'attendez, c'est pas fini, parce que l'émission, on a commencé avec la une du Figaro, je rappelle, le phénomène, Il Fenomeno, c'était le surnom de Ronaldo, double ballon d'or, et cette une, c'est un peu votre ballon d'or, Philippe de Villiers. Et donc j'ai tapé Philippe de Villiers avec un ballon d'or. Regardez la photo. Incroyable. Ah oui. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec l'intelligence? Ah.
C'est encore mieux. C'est encore mieux. Artificiel. Incroyable. Ah, oui. Et Allez, en 30 secondes, Philippe. Alors attends, on va écouter la réponse de Philippe de Villiers. Est-ce que... Non mais, on s'arrête quand même. C'est-à-dire que déjà, genre... Enfin déjà, saut 2023, tu vois. Enfin déjà, CNews, saut 2023. Enfin, on est en 2025 et les gars, ils ont découvert Midjourney, tu vois. On est en 2025 et les gars, ils découvrent les blagues qu'on faisait il y a 2 ans. Mais franchement, mais so old. Mais c'est là où tu vois que c'est vraiment des boomers, quoi. Enfin, faut pas dire boomer, je sais. Mais c'est là que tu vois que vraiment, ils sont tellement vieux. Regardez Elliot Duval. Quel âge il a, Elliot Duval? Attendez. Elliot Duval, je suis sûr qu'il est plus jeune que moi. Elliot Deval, pardon. Je suis sûr qu'il est plus jeune que moi. Quel âge il a? Elliot Deval, date de naissance. Elliot Deval, il a pas sa page wiki? Bah alors. Elliot Deval. Ah, allez, sur LinkedIn. Elliot Deval. On peut pas savoir. Il faut que je sois membre pour voir le profil, je peux pas savoir. Attendez. Elliot Deval, quel âge il a? Elliot Deval, âge. Mais non. Il a 31 ans, mesdames, messieurs. Il a 31 ans. Elliot Deval, regardez. Il a 31 ans. Regardez comment il est content. Il a fait joujou avec Lia. Il a 31 ans, mais il est tellement vieux alors qu'il est tellement jeune. Mais le drame, mesdames, messieurs, le boomer de 31 ans, quoi. Il est 31 ans, ressenti 72. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. 31 ans, ressenti 72. Il a 31 ans. On est en 2025 et il est tout content parce qu'il a fait joujou avec l'IA. Donc déjà, genre, la teon. Et alors, regardez Philippe de Villiers, c'est le naufrage, quoi. Bon. Et alors, regardez, il joue avec l'IA. Regardez. Et regardez, Philippe de Villiers en trottinette. Oh bah, et ça le fait rire. Non mais écoutez Elliot Deval qui rit. Mais ça le fait, mais il est hilar, genre le summum de l'humour. Alors c'est les mêmes. Notez que c'est les mêmes qui te disaient, mais alors sans trembler des genoux, que Guillaume Meurice n'est pas un humoriste et qu'il n'est pas drôle. Après, tu m'étonnes. Si pour eux, le summum du drôle, c'est Philippe de Villiers sur une trottinette générée par une IA éclatée. Regarde-moi ça, regarde les mains. Regarde les mains de l'IA tellement c'est mal fait. Regarde-moi ça. Les doigts, on dirait des saucisses. Non mais on s'arrête 2 secondes, mais regarde-moi ça. En plus, l'IA c'est là que tu vois que l'IA de Twitter, elle est vraiment cassée, quoi. Elle est vraiment claquée contre le mur. Regarde son index. On dirait une... Non, je le dirais pas. On dirait pas une saucisse, on dirait autre chose. Je le dirais pas, mais on y a tous pensé. Regardez-moi ça, regardez-moi. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Pas le physique. Mais là, c'est pas le physique, c'est l'IA. C'est pas la main de Philippe de Villiers. C'est pas la main de Philippe de Villiers. C'est l'IA qui est cassée. Enfin, regardez, pardon, quoi. L'IA, elle est même pas capable. Elle est même pas capable de faire une main correctement. Elle lui fait une tub à la place de l'index. Non mais par pitié. Ne me dites pas que vous l'avez pas vu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un poro. Elle lui fait un poro à la place de l'index. Non mais franchement, l'IA, quoi. L'IA. Bon, donc déjà, c'est pas bien fait, c'est moche, c'est éclaté au sol. Et puis, je veux dire, pour eux, c'est l'humour. Mesdames, messieurs, humour français. C'est la phrase de l'année. Non mais pardon. Pardon, on l'a tous vu. Enfin, je veux dire, vous l'avez tous vu, regardez-moi ça n'a aucun sens. L'index, il est 3 fois plus gros que les autres doigts. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, tu vois. C'est vraiment terrible. Non mais c'est vraiment terrible. Et alors, l'humour. Ah, le summum de l'humour, mais ça les fait s'esclaffer, quoi. Ils sont hilars. Pour eux, c'est désopilant. Philippe de Villiers en trottinette. Eh ben écoutez, bon, pourquoi pas. Alors le deuxième, quoi. Alors, mais regardez, ça les fait mourir de rire. Écoutez. Avec un ballon d'or. Regardez la photo. incroyable. Ah oui. Mais ça le fait mourir de rire. Philippe de Villiers avec un ballon d'or.
alors là, vraiment, en quoi c'est drôle? Je sais pas, hein, je sais pas. Mais bon, après, attention, nous ne sommes pas des oracles. J'ai envie de vous dire, il en faut pour chacun. L'humour, c'est très personnel. C'est pas les miens. Voilà, je vous cache pas que moi, ça, bon, c'est-à-dire que tu me mets ça au lever du lit, c'est pour moi, c'est davantage une paralysie du sommeil qu'un bon gag bien marrant, tu vois. Là, pour moi, ça relève plutôt de la paralysie du sommeil. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Là, on est tous et toutes assez différents. Mais alors, oh là là, terrible. On va écouter la fin. Comment réagit De Villiers? Vous imaginez ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Ouais, beaucoup de merde. D'ailleurs, tellement de merde que peut-être que ce serait une bonne idée d'être un peu responsable et de pas s'en amuser comme ça en plateau. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça, on va pas leur demander, hein, la responsabilité. Incroyable. Ah oui. Et Allez, en 30 secondes, Philippe de Villiers, avant de se j'ai eu quitter. un problème avec ma trottinette. Il faut que ce qui m'est arrivé, j'allais vers l'abri à trottinette, j'avais fini mon parcours et j'ai croisé un barrage de manifestants, c'était des surmulots. Aïe, 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 faites J'étais attention. très mécontent. Quoi? Hein? Mais quoi? J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est quoi? C'est une blague? C'est une blague, évidemment. C'est une blague. Il a voulu faire la blague. Alors attendez. Il a tenté un truc. Il a voulu faire la blague de rentrer dans le délire. Il a voulu faire la blague de rentrer dans le délire et d'en rajouter pour évidemment aller plus loin et créer un ressort comique. Mais j'ai pas compris. Avec l'intelligence artificielle. Incroyable. J'arrive pas à comprendre la logique. Le surmulot, c'est du rat? Ah ok, un surmulot, c'est un rat. Ok, d'accord. Ah oui. Et Allez, en 30 secondes, Philippe de Villiers, avant de se Ah, c'est une blague parce que les trottinettes, c'est ce que voulait Anne Hidalgo. Je l'ai. j'ai eu un problème avec ma trottinette. Il faut que ce qui m'est arrivé, j'allais vers l'abri Putain, t'as les bruits de bouche et tout, c'est horrible. à trottinette, j'avais fini mon parcours et j'ai croisé un barrage de manifestants, c'était des surmulots. Aïe, aïe, aïe. Il a voulu ranger sa trottinette, mais il a pas pu parce qu'il y avait un barrage de manifestants. Et en fait, les manifestants, c'était des rats. Parce que Anne Hidalgo, elle a voulu mettre les trottinettes et du coup, les rats ne sont pas contents. Et Anne Hidalgo n'a rien fait pour lutter contre les rats. Putain, il y a une cohérence. C'est moi, c'est de l'humour de droite. Après, c'est de l'humour de droite. Je l'avais pas. J'avais pas les refs. Non, mais j'avais pas les refs. Après, oui, Saccage Paris, Hidalgo d'émission. Ok, bien sûr, je l'ai. Saccage Paris, Hidalgo d'émission. Ça y est. Oui, tout à fait. C'est de l'humour de droite. C'est de l'humour de droite. L'abri à trottinette. Ouais, elle était technique. Après, elle était technique. Mais moi, je dis c'est validé. C'est diégétique. Alors c'est diégétique, hein, comme on dit au théâtre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence interne au sein de l'œuvre. Bon, bah là, c'est dans la diégèse de CNews. C'est-à-dire que tu dis ça ailleurs, les gens appellent les secours immédiatement parce qu'ils pensent que tu fais un AVC. Tu dis ça sur CNews, ils ont tous la ref, ils sont là genre elle est bonne. Quelle belle galéjade. Quel trait d'humour sympathique, ce Philippe de Villiers. Les surmulots, oui, les trottinettes. Anne Hidalgo. Annie Dingo. Ah, je l'ai, elle est bonne, c'est validé. En vrai, il faudrait qu'on se fasse du De Villiers toutes les semaines. On rit à chaque fois. Mais c'est après, on peut pas se le permettre parce que ça va devenir. Faut pas tirer sur l'ambulance. Je veux dire, c'est aussi quelqu'un qui est pas tout jeune, tu vois. Donc à un moment donné, bon, bah voilà. Hein, Mais quelle boutade. Mais là, c'est dur. Hein. Là, c'est très très dur. Regardez-moi ça, il tire la langue, le pauvre. Alors, on va écouter la fin. Faites J'étais attention. très mécontent. Cette photo, elle est exceptionnelle. Regardez-la avec le ballon d'or. Hein. Non. Non. Alors vraiment, il y a beaucoup d'adjectifs qu'on aurait pu choisir. Exceptionnel n'en fait pas partie. Enfin, je veux dire, ou alors vraiment, c'est que tu t'extasies pour pas grand-chose, Elliot. Par pitié, mais 31 ans, le gars, mais 31 ans, frérot. Oh là 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 là. Mais c'était. Après, comme quoi, travailler chez les fascistes, ça vieillit prématurément. Ah, non, mais comme quoi, tu vois, tu bosses chez les fascistes. Voilà, ça c'est ne faites pas ça, hein, c'est vraiment c'est pas bon pour votre santé. Hein. Elle est
pas exceptionnelle. Elle est... elle est méritée. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est méritée. T'as Philippe de Villiers, il a dit elle n'est pas exceptionnelle. Il cherchait une vanne, hein, ça s'est vu. Il cherchait une vanne, elle n'est pas exceptionnelle, virgule. Il cherchait un contre-pied. Ressort classique de l'humour. Il a pas trouvé. C'est Elliot Deval qui est venu à son secours avec évidemment la répartie qu'on lui connaît. Elle n'est pas exceptionnelle, Philippe. Elle est méritée. Ah, pas mal, Elliot. Bien, ouais. Bim, ça c'est pour toi, ça c'est cadeau. Allez, bah merci les gars, hein, vraiment. Merci pour la qualité, merci pour ce moment. Toujours premier sur l'info, hein, c'est news bien sûr, hein, vraiment, vraiment. C'est terrible parce que s'ils n'étaient pas si dangereux, leur idiotie nous ferait rire. Hein. Mais bon, c'est vraiment ça. C'est s'ils n'étaient pas si dangereux, on arriverait à en rire. Hélas, voilà, on n'a pas fouillé. Voilà, hélas, voilà, s'ils n'étaient pas si dangereux, on arriverait à en rire. Hélas, on n'a pas écouté bien sûr l'émission, mais vous voyez que le titre de l'émission, c'était Immigration, virgule, souveraineté, 2 points, le coup de gueule de Philippe de Villiers. Voilà, comment vous dire que probablement c'était pas ouf. Probablement c'était pas ouf. Et j'ai envie de vous dire, voilà, on en rit, on se moque d'eux, et voilà. Sauf que derrière, il y a évidemment rien d'anecdotique. Terrible, c'est terrible, c'est terrible. Le coup de gueule de Fifou contre les rats. Bon, attendez, il y a la pub. Je balance la pub et après la pub, mesdames, messieurs, c'est parti pour Rachida Dati. C'est parti pour du grand Rachida Dati immédiatement après la pub. Hop, c'est parti, bien sûr. On est de retour, bien sûr. Allez, c'est parti, je vous l'ai promis. Je vous la promets depuis longtemps. On reparle, bien sûr, de Merwan. La parole est à Madame Farid. On reparle, bien sûr, de Merwan Benlazar. Alors, Merwan Benlazar, qui a répondu d'une manière absolument impérieuse aux critiques le week-end dernier. Bravo à lui, hein. Merwan Benlazar, souvenez-vous, hein, qui s'est pris la shitstorm de l'année, les raids racistes de l'année, les menaces de mort de l'année, je sais pas, mais en tout cas, une belle pelletée de menaces de mort parce qu'il a eu le malheur de porter une barbe mal taillée et un bonnet Zara à l'antenne sur France 5, bien sûr, hein, évidemment. Merwan Benlazar, dont Rachida Dati nous a expliqué qu'il méritait bien sûr d'être licencié et en tout cas de ne plus jamais remettre les pieds à l'antenne sur France TV. On a déjà tout débusqué, tout débunké. Souvenez-vous, hein, je vous renvoie au replay de l'époque, c'était la semaine dernière. C'était il y a seulement une semaine. On avait, vendredi dernier, hein, on était rentré dans l'intimité de l'affaire. Il y a des tweets incriminants qui étaient sortis. On était allé voir les tweets en question, on était allé voir le contexte, on avait montré combien est-ce que les tweets en question, en fait, c'était vraiment une tempête dans un verre d'eau. Ils étaient sortis de leur contexte. Ils étaient sortis de leur contexte. On leur a fait dire le contraire de ce qu'ils disaient. Enfin bref, je n'ai pas besoin d'y revenir, bien sûr, hein. Par contre, l'affaire a rebondi à l'Assemblée nationale mardi dernier et Rachida Dati a été réinterpellée sur le cas Merwan Benlazar. On va écouter ça, vous allez voir, c'est sympathique. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut presque... Ah ouais, il faut aller écouter d'abord la réponse de Merwan lui-même. Hop, on va pas écouter tout, hein, la réponse dure 12 minutes. Merwan Benlazar, sa réponse, elle doit être... Ah bah tiens, bah parfait. Est-ce que ça marche? Hier, on lisait... Ouais, c'est Merwan qui résume le mieux, qui résume encore le mieux l'affaire, hein, on va l'écouter. Hier, on lisait mes tweets au Sénat et j'ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. Je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Bon, je vous laisse aller voir la réponse in extenso de Merwan si vous ne l'avez pas encore vue, hein, qui est évidemment impériale, hein, bien sûr. Hein. Très bon sketch, bonne réponse. Bah, moi, je trouve, en tout cas, tu aurais le lien STP. Non, mais bon, vous allez, vous trouverez facilement, hein, c'est sur l'Instagram de Merwan Benlazar. Écoutons la réponse
la réponse à la réponse de Rachida Dati, vous allez voir, incroyable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Farida Amrani pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Je cite, un influenceur d'Allah, un voyageur temporel du 7e siècle bédouin, un salafiste bon teint. Une étape importante dans la conquête islamiste a été franchie. Des médias Bolloré aux réseaux sociaux en passant par le Sénat, une cabale raciste et islamophobe lancée par votre camp politique et alimentée par l'extrême droite se met en marche contre Merwan Benassar, humoriste qui est Par contre, elle a mal cité son nom. Elle a mal cité son nom. Bon, c'est la pression, c'est la pression. intervenu sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Son tort, un pull ample, un bonnet Zara, une barbe, mais surtout être arabe. Voilà ce qui aura valu 15 menaces par minute pendant plusieurs jours à cette c'est le stress, c'est le humoriste. stress. La chasse aux sorcières est lancée pour exhumer, tronquer, sortir de leur contexte des mots, des blagues afin de salir, disqualifier, avec pour seul but une mort médiatique et professionnelle. Le processus est bien rodé. Merwan n'est pas le premier à subir ces raids numériques, dont le seul tort, je le redis, est d'être d'apparence arabo-musulmane. Il ne sera plus à l'écran. C'est par ces mots que vous avez réagi la semaine dernière au Sénat. Le message envoyé à une partie de nos compatriotes est désastreux et dévastateur. C'est une faute politique. Madame la ministre, alors que le budget de votre ministère subit une saignée avec plus de 100... Ah mais c'est pour ça. C'est pour ça, je comprenais pas, j'étais en train de galérer sur le volume. Je me disais, mais what the fuck. 50 millions d'euros de baisse, qui aura des conséquences catastrophiques sur la création culturelle et sur la transmission des savoirs. Vous avez fait le choix de vous consacrer votre temps à une polémique raciste montée de toutes pièces. Madame la ministre, êtes-vous désormais directrice des programmes de l'audiovisuel public? Allez-vous admettre que cette éviction relève d'une censure islamophobe purement et simplement? Ou allez-vous continuer à nous faire croire que la plus grande menace pour la République est un bonnet, une barbe et un pull trop grand sur France 5? Je vous remercie. Bon, donc là, elle fait le résumé de l'affaire. Je comprends rien. Bon, on va pas revenir sur... Si vous n'avez pas suivi l'affaire, on va pas revenir dessus. Je vous renvoie vraiment à mon stream d'il y a une semaine. Hein. On avait creusé la question très loin. Hein. Je vous rappelle, initialement, Merwan Benlazar, qui fait une chronique en portant un bonnet qui a le malheur d'être un peu trop proche de son crâne et dont la barbe est un peu trop mal taillée, à qui on a fait le procès d'avoir un look salafiste, d'être un islamiste et un intégriste. Et quand tout le monde a dit mais c'est hyper raciste en fait de juger les gens sur leur apparence, vous vous rendez pas compte, toute la fachosphère a creusé ses tweets jusqu'en 2013 pour exhumer des tweets qui semblaient montrer qu'il est un intégriste religieux qui estime que la place des femmes est au foyer, etc. Bon. Et on avait débusqué tout ça en ligne, hein, ensemble, et on avait vu combien est-ce que en réalité les tweets en question, le tweet qui semble le plus incriminant était purement et simplement sorti de son contexte, était une blague qui faisait une copine et qui a été sorti de son contexte pour être renvoyé au premier degré, et combien est-ce que tous les autres tweets sortis étaient au mieux ambigu. C'est-à-dire au mieux, une lecture possible du tweet pouvait amener à se dire que peut-être le gars avait des positions scandaleuses, mais en réalité, ce qui compte, c'est la convergence, la cohérence. Et quand tu écoutes Merwan Benlazar, quand tu écoutes ses chroniques, la manière dont il parle, ce qu'il soutient dans ses prises de parole publiques, tu te rends compte que bien sûr non, les tweets en question étaient humoristiques ou sortis de leur contexte, en tout cas. Voilà, je vous laisse, si vous ne connaissez pas le dossier et que vous voulez vous forger votre propre opinion, je vous renvoie au replay d'il y a une semaine. On avait vraiment déployé tout le dossier. La parole est à présent à Madame Rachida Dati, ministre en charge de la Culture. Et donc Rachida Dati au Sénat avait dit il a tenu des propos inacceptables, il ne mettra plus jamais le pied à l'antenne du service public. Vous n'êtes pas à l'abri de découvrir un humoriste chouette. Alors en vrai de vrai,
Si on laisse de côté, sans doute une semaine à suer à grosses gouttes, à très mal dormir et à recevoir, voilà, au passage, une petite flopée de menaces de mort. Si tu laisses ça de côté, en vrai, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Merwan Benlazar, dont aujourd'hui absolument tout le monde connaît le nom, enfin tout le monde, beaucoup de gens connaissent le nom, et qui voilà, dont la chronique le passage sur scène du week-end dernier a été vu par des centaines de milliers de personnes, sans doute des millions de personnes. Et Merwan Benlazar, dont la carrière va sans doute être lancée par cette polémique, hein. C'est bien sûr ce qu'on appelle un effet Streisand. Tu veux interdire conspuer quelqu'un ou quelque chose, et en réalité, tu lui donnes un surcroît de visibilité. Donc force à lui, hein, bien sûr, hein, et merci aux racistes qui ont voulu le faire tomber et qui en réalité en ont fait sans doute l'un des prochains humoristes du moment. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Bad buzz is good buzz, je suis pas sûr. Si sa famille est menacée, je pense pas que le jeu en vaille la chandelle. Non mais oui, il y avait un peu d'ironie dans ce que je disais. Enfin, ce qu'il a vécu, tu ne peux souhaiter des menaces de mort à personne. Et pour avoir moi-même subi et vécu en tout cas quelques tornades dans un verre d'eau et quelques semaines où mon nom était traîné dans la boue dans les réseaux sociaux, je peux vous confirmer que en effet, c'est pas du tout agréable et que tu passes un très mauvais moment. Maintenant, une fois que ça s'est passé, probablement que l'affaire en question va avoir pour conséquence de lui donner de la visibilité et de le faire connaître. Et ça, écoutez, tant mieux, on ne peut que s'en féliciter. Messieurs les députés, Madame la députée Amrani, je vais répéter ce que j'ai déjà dit et je vais même préciser des propos. Vous savez très bien que le recrutement des chroniqueurs, des journalistes, ça relève soit de l'antenne, soit de la production. Ça ne relève pas du ministère de la Culture. Ensuite, s'agissant de cet humoriste, a-t-il tenu des propos répréhensibles à l'antenne? Non. Je l'ai dit, je le redis. Voilà, donc encore une fois, hein, le problème de Merwan, c'est que c'est quelqu'un qui a une expression publique depuis des années. Il n'y a rien qu'on puisse trouver dans son expression publique qui vaille le début du commencement d'un haussement de sourcil. Aussi bien sur France Inter qu'à C'est à vous. A-t-il écrit des propos ou tenu des propos par le passé qui peuvent heurter, choquer, blesser? Oui. Alors, notez que tenir des propos qui peuvent heurter, choquer, blesser, en soi, je veux dire, en soi, où est le problème? On a encore le droit de heurter en France. Alors, blesser, non. On n'a pas le droit d'inciter à la haine, on n'a pas le droit de provoquer à la haine. Il y a plein de limites, effectivement, que tu ne peux pas... Mais écrire et dire des propos choquants, je veux dire, fort heureusement, on a encore le droit. D'ailleurs, je vous rappelle de Yann Moix, qu'on écoute souvent le vendredi aussi, hein, pendant les perles. Hein. Je vous rappelle de Yann Moix qui disait, souvenez-vous, en parlant de Aymeric Caron, « Oui, je souhaite sa mort », fin de citation. Lui, il n'y a personne à l'Assemblée nationale qui a pris la parole pour dire ça va aller. Ça va aller Alors là, pour le coup, on peut quand même se demander si c'est pas menace de mort, non. En tout cas, incitation à la haine contre un représentant du peuple, peut-être. Mais là, personne à l'Assemblée nationale, et en tout cas surtout pas la ministre de la Culture, était venue dire à l'antenne « Pardon, mais ça, c'est inacceptable ». Donc, j'ai envie de dire, voilà, le droit de choquer, où est Charline? Mais c'est un peu ça, hein. Le droit de choquer, bah oui, c'est aussi le rôle des humoristes. T'écoutes, c'est toujours l'exemple que je prends, mais pardon, mais t'écoutes Pierre-Emmanuel Barré. Enfin, je veux dire, Pierre-Emmanuel Barré, si à la fin de sa chronique, il n'a pas choqué les 3/4 de ses auditeurs, c'est qu'il a mal travaillé, tu vois. Donc qu'on aime ou pas d'ailleurs, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est le rôle d'un humoriste. Donc, là, ce qu'elle dit est en soi une autocontradiction flagrante. C'est-à-dire que si la seule chose qu'a fait Merwan Benlazar, c'est prononcer des propos choquants, voire blessants, est-ce que ça vaut de le sortir de l'antenne? Non. Si les propos blessants, en l'occurrence, confinent à l'injure publique, à l'incitation à la haine, à la provocation à la haine, à l'incitation ou la provocation à la violence, là, d'accord.
c'est autre chose. Mais encore une fois, le problème, c'est que les propos en question de Merwan Benlazar, on y revient, hein. Les propos en question sont 100%, quand tu les décryptes, quand tu zoomes dedans, c'est soit totalement sorti de son contexte, au mieux, hein, c'est vaguement ambigu. Sauf que il faut davantage qu'un tweet vaguement ambigu sorti de son contexte pour faire sauter un humoriste de l'antenne, hein, me semble-t-il. Et alors vous allez voir, la suite est incroyable. Mais ces propos, Ouais, je remets parce que là, vous n'avez pas entendu. aussi bien sur France Inter qu'à C'est à vous, a-t-il écrit des propos ou tenu des propos par le passé qui peuvent heurter, choquer, blesser? Oui. Mais Là, il y a un député qui crie depuis le fond de l'hémicycle, ce qu'une partie d'entre vous est en train de crier sur le chat. Et Éric Zemmour, non? Réponse de Rachida Dati. ces propos, Le plissement d'yeux, genre, peut-être il faut que je réponde à ça. Peut-être il faut que je réponde à ça. Non mais soit je vous réponds, soit vous écoutez ma réponse, soit vous arrêtez. Enfin, c'est pas possible. Vous me parlez d'un humoriste, vous me parlez de Zemmour. On parle pas de la même chose. Il a été condamné. Est-ce qu'on parle de condamnation? Ben, justement... Justement, j'ai envie de dire précisément, Rachida, on parle dans un cas de quelqu'un qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine, provocation à la haine, qui est en procès en ce moment pour des propos négationnistes, enfin du moins pour des propos révisionnistes. Et lui, jamais la droite n'a appelé à ce qu'il soit viré de l'antenne. Jamais la droite n'a appelé à ce qu'il soit viré de l'antenne. Pas hier, pas aujourd'hui. Merwan Benlazar, c'est un humoriste qui fait des blagues, contrairement à Zemmour qui lui propage des idées. Merwan Benlazar, c'est un humoriste qui fait des blagues dont rien de ce qu'il a dit publiquement n'est répréhensible. Et la seule chose que l'on peut lui reprocher, c'est des tweets exhumés qui datent de plusieurs années, voire de 10 ans, dont on peut estimer qu'ils sont pour certains peut-être éventuellement vaguement ambigus. Et en vrai, c'est pas le cas, hein. Le seul tweet qui pourrait être vaguement ambigu, c'est je préfère là, brûler, dont certains ont voulu croire qu'il parlait d'une femme. Et effectivement, appeler à brûler des femmes, c'est pas ouf. Mais donc, quand tu relis le tweet et que tu sais d'où ça part, de qui parle, c'est-à-dire d'un humoriste qui a toujours fait, qui s'est toujours amusé justement de son apparence, qui a toujours eu des positions rigoristes, qui a fait des chroniques féministes où il apportait son soutien, enfin féministe, qui a fait des chroniques où il apportait son soutien aux femmes victimes d'agressions sexuelles en direct de la part de Arthur à l'époque, où il s'élevait contre le spectacle, en effet tout à fait discutable, du concours Miss France, qui s'apparente quand même beaucoup à de l'objectification des femmes. Bon. Et donc, cet homme-là, quand il fait un tweet où « je préfère là, brûler », peut s'apparenter à une voiture ou une femme. Bon, j'ai envie de dire, si vous voulez, je vous dirais qu'en effet, la phrase est grammaticalement ambiguë. Après, quand tu remets ça dans son contexte, dans le contexte d'un humoriste, voilà, c'est pas... Il n'y a pas tant d'ambiguïté que ça, j'ai envie de vous dire. Il n'y a quand même pas tant d'ambiguïté que ça, selon moi. Bon, donc tu as un humoriste qui fait des blagues dont l'expression publique est irréprochable, on n'a rien trouvé, et dont on a exhumé des tweets qui étaient en réalité sortis de leur contexte. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, un homme multicondamné pour injure et provocation à la haine raciale. Enfin, incitation et provocation à la haine raciale et à la haine religieuse. Voilà, j'ai envie de dire merci Rachida, hein, merci Rachida pour ce merveilleux contre son camp. C'est toujours savoureux, évidemment. Je parle pas de propos, ils sont pas qualifiables pénalement. Alors on arrête. Bah justement. C'est justement. Rachida Dati n'a pas demandé à ce que Merwan soit viré. Bah si. Demander, on ne sait pas ce qu'il y a eu en coulisses, mais elle est venue devant la représentation nationale dire publiquement cet homme ne sera plus devant le service public. Elle a précisément
demandé, on ne sait pas, mais en tout cas, offert sa garantie politique, engagé sa responsabilité politique sur le fait qu'il ne serait plus à l'antenne. C'était une info. Ouais, d'accord. Enfin, c'est Dart, franchement, là, je pense que tu t'engages. Je pense que tu t'engages dans un mauvais procès. Enfin, c'est plus qu'une information. C'est une prise de position. C'est plus qu'une information, c'est une prise de position. Et dans la bouche de la ministre responsable de l'audiovisuel public, ça n'est pas une info, c'est une garantie. Enfin, alors là, pardon, mais selon moi, c'est un bien mauvais procès. De la part d'un journaliste, dire cela, ce serait une information. De la part de la ministre de la Culture, responsable de l'audiovisuel public, c'est plus qu'une info, c'est une garantie. Donc, bon, c'est ce à quoi on était arrivé avec Jean. Non, mais enfin, oui, d'accord, mais bon, écoutez, moi, si vous voulez, si vous voulez, mais la parole et les analyses de Jean Massier, aussi précieuses et fondées soient-elles, ne sont pas paroles d'évangile. Enfin, à un moment donné, quand la ministre de la Culture parle et te dit « il ne sera plus à l'antenne », dire c'est une information, enfin, je veux dire, c'est vraiment vouloir trouver énormément d'excuses à Rachida Dati. Après, je sais bien qu'elle suscite une fascination que je n'ai jamais comprise et qu'elle suscite des élans de sympathie qui me sont tout à fait... qui suscitent mon étonnement depuis longtemps. Mais voilà, je vois pas pourquoi aller à la rescousse d'une Rachida Dati qui, dans l'hémicycle, te dit en direct, devant la représentation nationale, en parlant d'un humoriste auquel on n'a rien à reprocher de sérieux, il ne sera plus à l'antenne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... je vois pas ce qu'il y a à sauver là-dedans. Mais vous allez m'écouter, et vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Donc, est-ce que les propos étaient répréhensibles? Non. Est-ce que les propos étaient choquants? Oui. C'est fou, hein. Non, mais elle est en train de faire son... Elle est en train de produire notre propre argumentation, c'est quand même incroyable. Hein. Elle est en train de produire notre propre argumentation, sauf que propos choquants, déjà, on peut le justifier, on peut le discuter. Mais enfin, si les propos ils sont seulement choquants, enfin, je veux dire ça, le problème d'être choqué, c'est que ça dépend de la sensibilité de chacun. Hein. Enfin, encore une fois, Pierre-Emmanuel Barré, s'il ne choque pas des millions de personnes à chaque fois qu'il prend la parole, c'est qu'il a mal fait son travail. Hein. Alors, je veux redire, la liberté de recrutement et de choix des animateurs et des journalistes, c'est l'antenne et la production. Ça n'est pas moi. Ensuite, là où je rejoins votre indignation. Donc là, c'est manière de dire justement. Hein. Là, c'est manière de dire justement. Moi, j'ai pris aucune décision. Il y a une forme de rétropédalage. Il y a une forme de rétropédalage, c'est-à-dire que ça n'est absolument pas ce qu'elle a dit. Ça n'est absolument pas ce qu'elle a dit au Sénat la semaine dernière. Ça n'est absolument pas ce qu'elle a dit au Sénat la semaine dernière. On peut retourner voir hein, si vous voulez. Alors, comment est-ce que je vais retrouver ça c'était sur Twitter, c'était facile. Hop, Dati, Ben Lazare, Média. Ça, c'est l'Assemblée. Ça, c'est le Sénat. Après, j'aimerais bien la réponse in extenso au Sénat. Ça doit être ça, je pense. D'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez... Donc là, quand elle dit ça, c'est une manière de dire le pouvoir politique n'est pas responsable. Est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Répréhensible, scandaleux. Oui. Donc, suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences. Il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure... moi... Donc, vous voyez, quand elle dit ça, c'est une forme de garantie qu'elle offre. C'est une forme de garantie qu'elle offre de dire « il ne sera plus à l'écran ». Alors certes, elle dit bien France Télévisions en a tiré les conséquences. Mais en plus, mais laisse la conclusion, elle est importante. Non, mais on va aller au bout. Mais encore une fois, quand une ministre dit cela dans l'enceinte d'une assemblée représentative, c'est plus qu'une information. C'est une garantie. Et d'ailleurs, à l'époque,
Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde l'avait perçu comme cela, hein. Personne n'avait entendu autre chose qu'une garantie offerte par la ministre du fait qu'il ne serait plus à l'écran. Rien ne justifie une déferlante de haine, rien ne justifie le racisme, rien ne justifie l'essentialisation systématique. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, pour conclure, juste pour conclure, je veux aussi dire, parce que vous l'avez rappelé, rien ne justifie l'essentialisation systématique. Il faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est terrible, quoi, parce que dans sa première intervention, alors évidemment, hein, vous avez compris, hein, c'est une réponse à la blague de Merwan Ben Lazar. Hop, c'est une réponse à la blague de Merwan Ben Lazar. Hier, on lisait mes tweets au Sénat et j'ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. Je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. En fait, en l'occurrence, c'est une leçon. Ah, c'était pas assez fort. C'était peut-être pas assez fort. Bon, vous avez entendu, quoi. En fait, c'est là où c'est terrible. C'est que c'est une blague. Enfin, c'est vraiment une blague. C'est une blague. Et c'est pas une blague raciste, puisque c'est une blague qui est faite par un arabe. Donc, évidemment, si Gaspard Proust fait la même blague, là tu peux discuter, mais c'est une blague qui est faite par Merwan Ben Lazar. C'est du second degré, c'est de l'humour, c'est pas de l'essentialisation. Lui-même passe son temps à faire des blagues sur le fait qu'il est un arabe. Donc lui-même passe son temps à utiliser cela comme une catégorie humoristique. Et Rachida Dati, elle peut pas s'empêcher d'en faire quelque chose about her. C'est vraiment ça, quoi. Elle peut pas s'empêcher d'en faire quelque chose about her. Donc c'est terrible. C'est terrible. Je crois qu'elle est vexée. Bah, en fait, moi ce que je vois, après j'en sais rien, mais ce que j'ai l'impression de percevoir, c'est surtout noter que les tweets, elle les qualifiait la semaine dernière de scandaleux. Elle dit aujourd'hui que c'est choquant. Donc le choix de l'adjectif a changé. Moi, ce que je pense, en fait, c'est que Rachida Dati, entre-temps, on lui a envoyé le dossier. Elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas un bon procès, que elle avait peut-être suivi un peu vite à la suite des fachos. Et voilà, et je pense que c'est possible, en tout cas. C'est possible qu'elle se soit dit, ok, j'aurais peut-être dû être un peu plus précautionneuse. Et c'est vrai qu'elle, que ce soit de l'humour, n'empêche pas qu'il puisse y avoir essentialisation. Oui, non, mais t'as raison, un râleur. C'est tout à fait vrai, hein. Mais c'est toute la difficulté de l'humour. C'est toute la difficulté de l'humour, hein. C'est que la frontière entre l'insulte et l'humour, elle est parfois ambiguë, elle est parfois pas claire. Tu as des blagues qui sont des blagues pour certains et qui sont choquants ou choquantes pour d'autres. Et pour le coup, Rachida Dati, il y a quelque chose qu'on peut entendre derrière, hein. C'est qu'on peut imaginer que durant toute sa carrière politique, elle a, à de multiples reprises, été justement essentialisée, qu'elle a été renvoyée à ses origines. Et on peut comprendre que pour elle, même dans la bouche d'un humoriste, ce soit pas rigolo. Mais l'essentialisation au sein d'une attaque raciste est une chose. L'essentialisation au sein d'un humoriste lui-même maghrébin, c'en est une autre. Et qu'elle soit vexée et qu'elle le vive mal, on peut le comprendre. Mais encore une fois, ça ne justifie pas de s'attaquer à un humoriste. Parce que sinon, honnêtement, enfin, je veux dire, le nombre d'humoristes qui sont sur le même ressort comique, alors là tu vas plus avoir beaucoup de... Enfin, je veux dire, tu vas vite plus avoir beaucoup d'humoristes, quoi, tu vois. Là, tu vas vite plus avoir beaucoup d'humoristes. Mais par contre, en fait, c'est toujours ça, c'est toujours d'où ça vient, c'est des questions qui sont délicates.
parce que c'est toujours d'où ça vient et quel service et d'où ça vient et quel propos cela sert. Voilà, c'est ça. D'où cela vient et quel propos cela sert. Être renvoyé à sa couleur de peau, son ethnie, ses origines, sa religion, pour Rachida Dati, de la part de Brice Hortefeux, par exemple, eh ben oui, c'est du racisme. Et oui, c'est de l'essentialisation. Et oui, c'est insupportable. Et oui, elle avait raison à l'époque de le traiter de facho et de lui envoyer une baffe. Quand c'est de la part de Merwan Ben Lazar, au sein d'un sketch qui fait suite à un harcèlement qu'il a reçu, harcèlement qui a en partie été cautionné par la ministre de la Culture elle-même, tu as envie de dire, c'est bon, c'est de bonne guerre, tu vois. Et le propos que cela sert chez Merwan Ben Lazar, c'est en plus un propos antiraciste. Donc tu vois, c'est là où le procès de Rachida Dati, il est, je pense qu'il n'est pas acceptable du tout, quoi. C'est là où il n'est pas acceptable du tout. Les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Je connais le dossier, je rentre pas là-dedans. Trop compliqué, trop long, trop bon. Aux yeux, je rentre pas dans le dossier et je simplifie en disant, aux yeux des racistes, crois-moi, same. Aux yeux des racistes, potato, hein, comme on dit. Hein. Mais oui, je sais qu'il y a je connais un peu le dossier. Mais aux yeux des racistes, il n'y a pas de, t'inquiète, il n'y a pas de, voilà, pas de difficulté. Ça bug, non. Chez moi, non. C'est chez toi. Gros rabbit hole géopolitique. Exactement. C'est pour ça que je rentre pas dans le dossier. Je le connais un peu. Déjà, je le connais pas assez pour rentrer dedans. Mais 2, je le connais suffisamment pour savoir qu'il faut pas rentrer dedans. 3, aux yeux des racistes, t'inquiète, il n'y a pas trop de différence. Donc voilà, je pense qu'on peut se permettre ce raccourci, si vous voulez. Je pense que quand tu fais de l'analyse politique du discours, je pense que quand tu fais de l'analyse du discours des politiques, tu peux te permettre ce raccourci. Si tu fais de la géopolitique, alors là, oui. Là, on est d'accord, hein, on peut discuter. C'est même un dossier qui est intéressant, hein, mais qui est complexe en réalité. Donc, attendez, j'ai perdu ma souris. Oui, voilà. Séance là où vraiment sur ce. Bon, bah écoutez, je pensais pas que la réponse de Rachida Dati ferait débat parmi vous. Mais en ce qui me concerne vraiment, la réponse initiale, je vois pas comment tu peux entendre autrement sa phrase « il ne sera plus à l'écran ». Quand bien même elle dit « je me suis renseigné auprès de France TV, il ne sera plus à l'écran ». Enfin, je veux dire, déjà, tu vois, quand la ministre de la Culture intervient auprès de France TV, ne serait-ce que pour se renseigner, et que derrière, elle l'affirme devant la représentation nationale, je ne vois pas comment tu ne peux pas comprendre là qu'il y a... Enfin, je ne vois pas comment tu peux assimiler cela à autre chose qu'à une pression sur France Télévisions et à une garantie donnée auprès de la représentation nationale. Genre vraiment dire juste non, mais elle donnait une information, vous n'avez pas compris. Enfin, je veux dire, quand elle dit elle-même qu'elle s'est renseignée auprès de France Télévisions alors qu'elle est ministre de la Culture et que devant l'Assemblée nationale, elle te dit il ne sera plus à l'écran, je ne vois pas comment tu peux interpréter ça autrement que comme à minima une garantie, voire une pression. Voire une pression. Garantie, oui, pression, peut-être pas. Bah, enfin, tu vois, attends, la ministre de la Culture qui passe un coup de fil à la... C'est qui la présidente de France TV? C'est Delphine Ernotte, on est d'accord? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu vois, t'es Delphine Ernotte, tu as un coup de fil de Rachida Dati, ministre de la Culture, qui te dit « Dites donc, Delphine, votre humoriste, là, Merwan Ben Lazar, il sera plus à l'écran, on est d'accord ?» Bon, information, je veux bien. En tout cas, c'est une sacrée pression pour garantir qu'il n'y sera plus jamais. Parce que tu vois, c'est ça le truc, c'est que France Télévisions dise la semaine dernière il sera plus à l'écran, que France TV se rende compte derrière que la polémique est montée de toutes pièces et que du coup il fasse machine arrière, c'est possible. À partir du moment où tu as eu un coup de fil de la ministre pour s'en assurer et où elle a apporté sa garantie devant l'Assemblée, enfin devant la représentation nationale, là c'est tout de suite plus difficile. C'est tout de suite plus difficile de faire machine arrière. Donc non.
Non, non. Je pense que c'est vraiment la dédouaner très très fort que de dire qu'elle s'est contentée de livrer une information. Euh, il est 13h, les amis. Il est 13h. Il faut... je regarde. Ah non, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Il faut qu'on y aille, mesdames. Quoi? Mais non. Quoi? Mais c'est quoi ça? Ok. Bon, alors là, j'ai un... Quoi? Alors, j'ai pas le fond du dossier. Donc, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Ça fera une conclusion parfaite aux perles. Tweet qui date du 12 février dernier, donc avant-hier. Tweet relayé par LCP. Le prix du député de l'année est décerné à Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, donc député Rassemblement National, bien sûr. Hein. Prix du Trombinoscope 2025. Et c'est le Trombinoscope qui gère ce prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quels critères? Comment cela? Regarde le jury. Non, mais on va pas regarder le jury parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il faut que je prenne un train et qu'il faut que je passe aux toilettes. Donc, on ne va pas... Le jury est composé de droitards. Écoutez, on creusera ça la semaine prochaine. Voilà, ça nous fait du teasing pour lundi prochain. On reprendra où on en est resté. Avec, bien sûr, El Famoso prix du Trombinoscope qui est décerné à Jean-Philippe Tanguy. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est le député de l'année. Bravo à lui, bravo hein, et bravo au Rassemblement National. Toujours plus loin dans la dédiabolisation, bien sûr.